Donc on a bien retenu, et c'est quelque chose qu'on partage, que le bien-être individuel est au cœur des dynamiques d'équipe et que l'amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail et la qualité et la sécurité des soins sont intimement liés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de continuer en fait ces interventions sur le débriefing clinique. Et je vais vous présenter quelques éléments de contexte avant de passer la parole à Sophie Béjot et Jean-Christophe Servotte, donc qui vont vraiment nous présenter le débriefing clinique, de quoi parle-t-on. Donc quelques éléments de contexte, c'est vrai que, comme cela vient d'être évoqué, quand on est professionnel de santé, aujourd'hui, on est vraiment exposé aux risques psychosociaux, parce qu'on travaille dans un environnement qui est très contraint, complexe, sous pression temporelle et en profonde transformation, mais aussi parce que la relation entre humains, la relation humaine, a une place centrale en fait dans nos activités. Donc la relation avec les patients, la relation avec les personnes accompagnées, la relation avec nos collègues, la relation avec l'encadrement. Et du coup, on est vraiment exposé aux risques psychosociaux et on a vraiment besoin de parler, de discuter entre collègues. Mais d'autre part, la bonne communication dans une équipe, c'est aussi un facteur clé pour la qualité et la sécurité des soins. Donc, les enquêtes ENEIS qui ont été publiées, menées en France sur la prévalence des événements indésirables associés aux soins ou les rapports de la Haute Autorité de Santé sur les événements indésirables graves associés aux soins, nous montrent que les situations, les problèmes de communication sont un des facteurs contributifs fréquents des événements indésirables associés aux soins. Donc, on a bien deux thématiques qui sont très liées. Et c'est un de nos chevals de bataille à Caderel Santé de travailler sur l'amélioration du travail en équipe. Et on vous dira tout à l'heure les actions précises qu'on mène sur ce sujet. Alors comment faire du coup pour contrer les effets néfastes, on va dire, de ces conditions de travail difficiles? Il y a plusieurs travaux qui ont été publiés dans le domaine de la psychologie, de l'ergonomie, des sciences de gestion, et qui montrent que la mise en place d'espaces structurés, de débats et de discussions sur le travail permettent d'améliorer la qualité de vie et les conditions de vie au travail. Et donc, la structuration de ces espaces, ça figure du coup depuis 2013 dans l'accord interprofessionnel, et c'est aussi des éléments qu'on va retrouver dans notre manuel de certification pour la qualité des soins et dans les référentiels d'évaluation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et en parallèle, on a une logique aussi de développement des programmes de travail en équipe dans le domaine de la santé, avec, on peut citer le programme Team Step aux États-Unis, mais aussi au Canada et dans d'autres pays francophones, ou le programme HAS en France. Donc ces programmes, ils sont centrés sur les facteurs humains et organisationnels, sur le développement des compétences non techniques. Donc on a vu tout à l'heure avec votre présentation que voilà, le développement des compétences non techniques au niveau personnel, c'est hyper important. Donc la gestion de la fatigue, vous l'avez dit, gestion du stress, de l'alimentation, gérer ses émotions. Donc mieux se connaître pour mieux communiquer, c'est très important. C'est important au niveau individuel, mais c'est aussi important au niveau collectif. Et donc on a des outils à mobiliser de communication structurée, que ce soit l'outil SAED ou la méthode du débriefing clinique pour mieux communiquer. Donc c'est vrai que dans le domaine de la santé et médico-social, on s'est emparé de ces espaces de discussion et on s'y intéressait sous l'angle de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Mais on voit qu'on a deux logiques en fait, qui vont dans le même sens, à la fois sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail et l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Alors vous allez me dire, on parle déjà quand même dans nos établissements. Oui, il y a plein de moments où on peut parler, échanger de l'information, discuter, mais l'objet premier n'est pas forcément le travail, ni la transformation du travail. Donc, ces espaces, ils répondent à une définition particulière qu'on vous a remise ici, qui est la définition qui figure dans le kit de l'ANACT, qui est très bien fait sur les espaces de discussion. Et ces espaces, ils vont répondre à certains principes. Donc, c'est déjà des espaces collectifs, qui permettent une discussion qui est centrée sur l'expérience du travail et ses enjeux. Alors les règles du métier, le sens de l'activité, les ressources, les contraintes. Et le vecteur principal de cette discussion, c'est la parole, avec vraiment un enjeu de savoir animer ces espaces de discussion
Et c'est pour ça qu'on a demandé à Sophie et Jean-Christophe de venir, parce que la parole doit être libre, chacun doit pouvoir s'exprimer, on recherche du consensus sur les solutions à trouver, donc il y a un vrai enjeu d'animation, et donc on a des règles et un cadre de fonctionnement particulier pour ces espaces, et notamment ils doivent être inscrits dans l'organisation du travail. C'est du temps de travail, c'est dédié dans l'organisation du travail. Et bien sûr, ils doivent être interconnectés avec d'autres espaces dans l'organisation. Donc, ils sont organisés au plus petit échelon pertinent par rapport aux thématiques qui vont être traitées. Et parce qu'ils ont du sens et ils vont être efficaces sur la qualité de vie au travail et la sécurité des soins si on laisse des marges de manœuvre en fait, aux personnes qui y participent pour agir, pour trouver des solutions et mettre en place des solutions locales. Mais si la solution nécessaire dépasse en fait le périmètre d'action, par exemple de l'unité ou du service où existe l'espace de discussion, il faut bien qu'on puisse renvoyer la problématique à un échelon supérieur. Donc c'est important qu'il soit structuré et interfacé avec les autres espaces qui vont exister. Et puis derrière, ils sont efficaces que si on produit derrière, qu'on prend des décisions et que derrière, il y a des actions. Donc on a vraiment des principes qui font que ces espaces sont des espaces de discussion et de débat sur le travail et qu'ils sont efficaces. Et donc, on a des intérêts, et qui sont décrits dans la littérature, on vous a mis les références à la fin du topo, ils ont des intérêts à la fois sur l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins et sur la qualité de vie au travail, puisque par ces échanges, on va lutter contre le silence organisationnel, et ça c'est fondamental en sécurité des soins. On va aussi faire développer aux professionnels leur capacité à agir en situation quand c'est de l'imprévu. Plus on en a discuté en fait dans des espaces, plus en situation on est entraîné à agir. Et puis ça entretient la cohésion d'équipe, ça entretient la culture commune, et puis c'est aussi une façon de reconnaître les compétences et les aspirations des professionnels. Alors, il y a aussi des limites sur l'enjeu de l'animation et parfois, on rentre dans les espaces de discussion sur le travail, dans des projets de recherche ou des interventions extérieures avec des experts ou des personnes qui accompagnent. Mais après, comment on s'empare et on le rend pérenne dans l'organisation, ça peut être plus difficile. En tout cas, c'est des limites qu'on peut rencontrer. Et puis, on travaille sur le mou, en fait, quand on travaille sur l'humain, quand on travaille sur les compétences non techniques. Et donc, montrer l'efficacité, c'est compliqué. Et du coup, on sait bien que dans notre environnement, il faut montrer qu'on est performant et efficace. Donc, si on regarde, en fait, tous ces principes, finalement, ça existe déjà. En santé, en médico-social, notamment les méthodes d'évaluation et d'analyse des pratiques professionnelles, quand elles sont régulières, pérennes et qu'elles répondent bien à leurs modalités de fonctionnement comme elles sont décrites dans les référentes HAS, c'est des espaces de discussion sur le travail. Les réunions de morbidité-mortalité, par exemple, les staff EPP, les réunions de concertation pluridisciplinaire, on retrouve en fait les différents principes qui font qu'un espace de discussion est un espace de discussion et de débat sur le travail. Si on prend aussi l'exemple de la structuration du retour d'expérience et des comités de retour d'expérience, quand ils sont bien structurés et articulés les uns avec les autres, ça correspond aussi à cette définition. Il y a aussi tous les espaces, les outils qui sont décrits dans la démarche participative en service d'oncologie qui répondent à ça également. Et bien sûr, les briefings et les débriefings dont vont nous parler Sophie et Jean-Christophe. Donc on a différentes typologies en fait, d'espaces de discussion et on a déjà des choses qui existent dans nos établissements, qui existaient ou qui se sont dégradées dans leur modalité de fonctionnement. Donc c'est important de les introduire ou de les réintroduire ou de les faire évoluer. Et il y a des leviers quand même à la mise en œuvre pour pouvoir animer et rendre pérennes ces démarches. Donc certains de ces leviers vont vous être présentés tout à l'heure autour de la table ronde, puisqu'on a des équipes qui expérimentent ces programmes de travail en équipe ou l'implantation d'outils spécifiques. Donc c'est vrai que, comme toujours, il y a un engagement institutionnel et un choix stratégique et politique qui est à faire quand on veut développer ça dans une structure, puisque ça veut dire qu'on dégage du temps, on investit du temps dans la discussion sur le travail, et c'est du temps de travail. Et aussi, on choisit d'écouter et prendre en compte ce que disent les professionnels et les solutions proposées par les professionnels. Donc c'est quand même un choix
politique. Ce qui est important aussi, c'est de repartir de l'existant, puisqu'il existe des choses dans nos structures. Donc bien cadrer notre besoin et partir de ce qui existe déjà et de voir comment faire évoluer pour qu'on soit vraiment pour l'amélioration de la qualité de vie au travail et la sécurité des soins. Donc ça doit être structuré à tous les niveaux. Et ce qui est important pour que ça fonctionne, et on voit ici que ce sont également les principes, les prérequis qui sont nécessaires pour l'implantation des programmes d'amélioration continue du travail en équipe. Pour ceux qui sont dans Pacte dans la salle, on demande des prérequis qui sont en fait ceux-là, et c'est toujours les mêmes. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait des leaders qui soient convaincus dans les équipes et aussi des facilitateurs internes, notamment au départ, pour animer en fait ces démarches et faire qu'elles pérennisent. Et c'est important d'expérimenter, d'évaluer, d'évoluer, bien sûr, de communiquer autour. Donc rapidement, les actions qu'on défend, nous, sur ce sujet, avant de vous passer la parole sur le débriefing clinique. C'est vrai que c'est notre cheval de bataille et on a commencé par le débriefing clinique parce qu'on trouve que c'est, en termes de temps, peut-être le plus faisable dans les organisations, en termes de temps efficacité. Donc on a déjà animé un webinaire et enregistré un webinaire sur le briefing et débriefing clinique qui s'appelle « Il faut qu'on parle » et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et notre site internet. Tous les ans, on anime des ateliers sur le travail en équipe sous forme de parcours et on accompagne les participants sur leurs projets. On peut aussi accompagner en dehors de ce parcours d'atelier. Donc certains d'entre vous sont accompagnés dans ce cadre-là et notamment à l'implémentation de Pacte, mais aussi d'autres outils. Et puis, on essaye de structurer des fiches de retour d'expérience pour que vous puissiez vous en inspirer. Et on a une communauté de pratique de facilitateurs du travail en équipe. Et en cours d'élaboration, on aimerait vous outiller sur l'animation du débriefing clinique. Donc, on a un guide qui est en cours d'élaboration. Et du coup, on a cherché, nous aussi, à se former à l'animation du débriefing clinique. Et dans nos recherches, on a trouvé l'e-learning de Enalux, qu'on a trouvé très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a invité Sophie et Jean-Christophe à venir vous parler du débriefing clinique. On espère qu'ils vous convaincront. Et on va structurer un dispositif de formation pour les animateurs de débriefing clinique. Voilà, on vous en dira plus au cours de la journée. Donc merci à vous. Et puis je vous invite du coup à poursuivre.